Bienvenue dans l'Africa, nous sommes dans cette semaine consacrée à l'artisanat sur le continent africain. Focus aujourd'hui sur le marché de Ngaïmékhé au Sénégal. Et au sommaire également de cette émission, Simone Bagbo, l'ancienne première dame ivoirienne condamnée à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans la crise post-électorale de 2010-2011. La Ligue arabe plaide pour une force militaire commune pour lutter contre la montée du terrorisme. Et puis en troisième partie économique, nous verrons que l'Égypte prévoit d'atteindre 60 milliards de dollars d'investissement direct étranger et qu'un nouveau projet panafricain visant à dynamiser le secteur de la pêche a vu le jour. Ils sont avec nous pour en parler tout au long de cette émission. Notre invité coordonnateur de la diaspora sénégalaise de France, Amadou Sylla. Monsieur Sylla, bienvenue. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et Malik Hacher, Malik, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. L'ancienne première dame ivoirienne Simone Bagbo a été condamnée ce mardi à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour son rôle, pour sa responsabilité durant la crise post-électorale de 2010-2011. Elle était jugée, nous vous le rappelons, avec des co-accusés. Et Pascal Affinguessan, le patron du FPI, le Front populaire ivoirien, quant à lui, était condamné à 18 mois de prison avec sursis. Plus de détails avec ce sujet de Kekeli Afeto. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Bagbo, condamnée à 20 ans de prison. Jugée à Abidjan pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011 qui avaient fait 3000 morts, Mme Simone Bagbo écope de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, participant à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Un verdict qui divise les Ivoiriens. Le verdict, nous avons suivi le procès. Nous avons dit que nous espérons avoir un procès équitable. Ce que nous a donné de voir, de constater au soir de ce verdict-là, nous laisse perplexes, parce que comme vous le constatez avec nous, Madame Bagbo prend 20 ans. Les autres, je dirais, parce qu'il y a deux clans aujourd'hui au niveau du FPI. Ceux qui sont opposés au président Affinguessan prennent des peines lourdes. Ceux qui sont dans le clan du président Affinguessan sont carrément relaxés, puisque ça va être sursis. Donc, en ce sens que nous disons que vraiment pour nous attendons plus que cela. La réconciliation tant prônée par le chef d'État prendra un coup. Il faut que cela soit clair. C'est vrai que nous voulons un procès équitable. Nous voulons que la justice fasse son travail. Mais il faudrait que la justice fasse son travail sur la base des preuves. Et nous qui avons suivi ce procès de bout en bout, les témoins à charge n'ont jamais pu prouver la culpabilité de ces accusés. Michel Bagbo, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, est condamné à 5 ans de prison, de même qu'Abdourahmane Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pascal Affinguessan, l'actuel président du Front populaire ivoirien, écope quant à lui de 18 mois de prison avec sursis. Je pense que c'est justifié parce que Mme Bagbo a été l'auteur intellectuel de beaucoup d'exactions qui ont été commises en Côte d'Ivoire. C'est un verdict qui nous satisfait parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les victimes seront satisfaites de voir que l'on a réglé un problème de l'impunité en Côte d'Ivoire. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée. Les avocats de Mme Simone Bagbo et des autres accusés ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Malik, 20 ans, soit le double que ce qu'avait requis le procureur. Une peine trop lourde selon vous ? Une peine trop lourde, oui. Les jurés ont eu la main lourde concernant Simone Bagbo. Maintenant, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression que c'est bien un procès des vainqueurs et le résultat est le résultat d'un procès des vainqueurs. Maintenant, je pense que ça ne va pas participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire parce qu'on a une échéance, vous savez, très importante en décembre qui est l'élection présidentielle. Au sein du FPI, il y a des anciens proches de Gbagbo et des gens qui essaient de prendre leur distance. Et dans cette atmosphère-là lourde, le FPI est en train un peu de voler en éclats. J'ai bien peur que c'est un affaiblissement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors Daouda, justement, ce procès est censé dynamiser la réconciliation nationale. D'autres, à l'instar de Malik, craignent que justement ce procès ne divise davantage les Ivoiriens. Comment vous positionnez-vous ? Oui, moi je partage la position de Malik. Effectivement, ça risque de disloquer la scène politique ivoirienne davantage. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de plus de troubles que ce que c'est aujourd'hui.
Maintenant, la justice ivoirienne qui se dit indépendante a émis un verdict. Moi, je suis réticent quand même au niveau de l'apport de preuves concrètes concernant ce qui est reproché à Simone Gbagbo et à ses co-accusés. Et ça, c'est ma première analyse, d'autant plus que Pascal Affi-N'Guessan, qui remplace Gbagbo à la tête du FPI, se retrouve avec 18 mois de prison. Donc je me demande qui va s'opposer finalement à Alassane Ouattara. Donc ça va être assez compliqué. La deuxième analyse, c'est aussi que de l'autre camp, on ne voit pas de condamnation dans l'autre camp, bien entendu. Peut-être qu'il y en a eu, mais en tout cas pas des personnalités fortes comme c'est le cas avec le FPI. Donc je trouve ça, il faut que justice soit rendue, certes, mais de cette manière-là, moi je reste très dubitatif sur la façon. Monsieur Sylla, partagez-vous le scepticisme de nos éditorialistes aujourd'hui? Quelque part, oui. Alors, sauf qu'après moi, la leçon que je tire de ça, c'est l'ancien président, donc l'ancienne première dame et son mari, donc qui sont en tout cas impliqués dans cette situation que traverse la Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a quand même une leçon à tirer dans ce sens-là. La leçon, c'est que les dirigeants africains doivent comprendre que voilà, ils ont été élus. Donc c'est le chiffrage universel avec lequel ils ont été élus, c'est pas au droit divin. Alors qu'il y a quelque temps, on a l'impression de voir en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo, à travers sa femme, qu'il y avait vraiment un pouvoir divin. Donc il les a installés en Côte d'Ivoire. Et donc l'entêtement, d'une part, effectivement, de l'ancien président a conduit la situation actuelle dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve. Mais cela dit, je crois qu'au-delà des leçons qu'on peut tirer, en tout cas des enseignements qu'on peut tirer pour les chefs d'État africains en général, il faut de la réconciliation nationale, ça c'est évident. Il faut que les Ivoiriens se mettent au travail, il faut que les Ivoiriens dépassent effectivement cette situation de conflit. C'était une parenthèse dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Donc il faut savoir tirer effectivement cette page-là et s'orienter vers l'avenir. Et je crois que si le président actuel, comment dirais-je, le président Alassane Ouattara veut effectivement remettre le pays sur la voie de l'émergence, comme en tout cas il ambitionne de le faire, je crois qu'il a tout intérêt effectivement à revoir cette situation aujourd'hui qui effectivement peut inquiéter plus d'un observateur politique. Alors Malik, un pourvoi en cassation, est-ce qu'on peut attendre beaucoup de choses de ce pourvoi? J'ai bien peur parce que là, quand même, faut pas avoir peur des mots. Je pense que la transparence de la justice ivoirienne est remise en cause parce que finalement, 20 ans de prison pour Simone Gbagbo, personne ne l'attendait. Aucun des observateurs n'attendait une peine aussi lourde. Au vu des éléments de preuve qui ont été apportés. Oui, voilà. Comme le disait très bien Daouda, on n'a pas eu les preuves qui ont été apportées comme quoi elle était dans la hiérarchie militaire un élément important pour constituer des bandes armées, pour déstabiliser le pays. Et je pense qu'il y a aussi, si mes souvenirs sont bons, il y a bien atteinte à la sûreté de l'État dans l'accusation qui est faite à l'encontre de Madame Gbagbo. On n'a pas de preuves et j'ai bien peur que ce pourvoi en cassation soit une nouvelle édition du jugement qui a été rendu en première instance. Daouda, est-ce que ce procès ça a un peu décrédibilisé la justice ivoirienne qui se dit indépendante? Je pense que de l'avis de nombreux observateurs, bien entendu, Amira, d'autant plus qu'il y a eu un comité vérité-réconciliation. On ne sait pas ce que ça a donné finalement, ce comité. Voilà, c'est resté. On dirait que c'est un travail qui est resté lettre morte. Je ne vois pas le lien qu'on peut faire entre ce comité vérité-réconciliation qui était censé quand même retracer la vérité pendant la crise et puis réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, la vérité-réconciliation se retrouve dans la justice d'une façon, au niveau de la justice, d'une façon quand même qui laisse à désirer sous un certain angle, puisque condamner, oui, les victimes, il faut lutter contre l'impunité, là je suis tout à fait d'accord. Ceux qui ont commis des fautes graves comme ça doivent être punis, mais il faut quand même la preuve concrète pour ça. Malik, vous vouliez... Non, juste compléter. Le problème, c'est qu'il y a deux parties dans la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Et là, on ne voit qu'une partie qui est jugée. Donc voilà, on reste sur notre faim et justement, on a cette impression que la justice ivoirienne n'est pas une justice indépendante pour le moment. On va passer à la suite avec la Ligue arabe qui plaide pour la création d'une force arabe d'intervention commune afin de lutter contre le terrorisme. Une décision qui vient d'être prise par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe réunis en session ordinaire au Caire, la capitale égyptienne. Kekeli Afeto.
vers la création d'une force commune d'intervention arabe pour lutter contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe réunis en session ordinaire au Caire en Égypte ont plaidé pour la mise en place d'une force militaire de la Ligue arabe. Objectif, faire front à l'influence des djihadistes de l'État islamiste en Libye et en Syrie. Il y a un besoin pressant pour la création d'une force militaire arabe commune qui soit multifonction, capable d'intervenir rapidement pour lutter contre le terrorisme et les activités des groupes. Cette force sera en harmonie avec les dispositions de la charte de la Ligue et du traité de défense commune entre les États de l'organisation panarabe. Si les enjeux sont énormes, certains observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la faisabilité de ce projet. L'enjeu, il est évidemment sécuritaire. Il s'agit pour tous ces États qui sont concernés, notamment au Proche et au Moyen-Orient, par le terrorisme de Daesh, de pouvoir réagir sans en permanence faire appel au parapluie protecteur américain ou plus largement occidental. Simplement, je doute que cela trouve un prolongement concret. Il y a tellement d'intérêts divergents parmi les membres de la Ligue arabe. On voit bien que les politiques extérieures de ces nombreux pays ne sont pas toujours convergentes, loin de là. On pense au Maroc et à l'Algérie, par exemple. On pense au Qatar et à l'Arabie saoudite. On pense au Yémen et à l'Irak. Enfin bien. Donc il y a des divisions qui sont très anciennes, qui sont très importantes et qui ne sont toujours pas surmontées. La mise en place de cette force militaire sera étudiée lors du prochain sommet de la Ligue prévu pour les 28 et 29 mars à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors Malik, vous n'y croyez pas manifestement à cette force commune? Je n'y crois pas parce que, vous savez, les différends politiques entre les États arabes, les pays arabes sont tels que j'ai du mal à croire qu'ils vont avoir une position commune pour intervenir militairement. Il faut déjà savoir, est-ce qu'ils vont s'entendre sur quels sont les groupes terroristes qui sont en présence dans la région. Est-ce que tel ou tel groupe est un groupe terroriste? Vous savez que les intérêts sont divergents et que des États ont participé à l'émergence de certaines milices qui sont considérées comme des milices terroristes par d'autres pays. Voilà. Ouais. Donc vous avez l'Algérie, par exemple, qui... vous savez, en Libye qui ne veut pas intervenir. Vous avez, pour le cas libyen, vous avez par exemple la Jordanie qui est pour une intervention militaire en Libye, qui veut même envoyer des armes au gouvernement de Tobrouk. Vous avez des différences telles que moi, l'unité sur le plan militaire me paraît impossible. Maintenant, je me rappelle d'une anecdote, moi, de l'ancien chef de l'État libyen. On connaît ses phrases, on connaît un peu ses caractéristiques à jouer sur les mots. Il avait dit au sommet de Damas en 2008, on est réunis autour de cette table, mais rien, on ne partage rien. Et finalement, cette phrase, elle est terrible de vérité. Les États arabes ne partagent rien sur le plan politique. Sur le plan économique, peut-être, mais sur le plan politique, pas encore. Daouda, vous partagez l'avis de Malik, un effet d'annonce qui en fin de compte ne se concrétisera jamais? Oui, mais je pense que c'est normal parce que les États qui sont en avant pour prôner cette force commune ont quand même été attaqués, que ce soit l'Égypte avec les Coptes, assassinat de ces Coptes, que ce soit la Jordanie avec son pilote qui a été sauvagement assassiné quand même. Donc quand on voit ceux qui sont devant la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ça me paraît une réaction normale en fait de l'union fait la force. Mais après, effectivement, là-dessus, je pense que Malik a raison. Est-ce que c'est faisable? Là aussi, moi j'ai une réserve. Mais quant à appeler à s'unir pour combattre les islamistes en Libye, etc., ça me paraît une réaction tout à fait naturelle, tout à fait normale. Maintenant, bon, on reste à savoir s'ils vont aller jusqu'au bout de cette volonté. Mais je pense aussi que ces pays-là, ces pays arabes, la meilleure chose qu'ils pourraient faire éventuellement, c'est de détruire les circuits de transfert d'argent, de soutien aux groupes terroristes, etc. Que ce soit ce qu'on peut appeler finalement des associations, des choses comme ça. Je pense que déjà, si ces pays-là mènent tout ce qui est échange d'informations, arrivent à s'entendre sur cet objectif-là, on aura déjà fragilisé. Oui, déjà un échange d'expertise, de connaissances, avant peut-être de parler de coopération militaire. Exactement. La lutte, elle est là, je pense, d'abord.
Et tous les pays n'ont pas la même expérience dans la lutte contre le terrorisme. Certains émergent. L'Égypte, l'Algérie, on connaît ont une tradition de lutte contre le terrorisme. Les autres pays ne l'ont pas. Maintenant, ça pose aussi des problèmes de formation. Ça pose aussi ce problème de souveraineté. Il y a des pays qui sont réfractaires et qui, sous l'égide, sous le principe de souveraineté, ne vont pas s'inscrire dans cette force multinationale. De peur qu'un autre pays intervienne sur leur territoire. De peur d'une ingérence étrangère. Alors, Monsieur Sylla, est-ce que vous y croyez à cette intervention militaire commune? Je partage en tout cas l'analyse de mes deux éditorialistes. Et puis, je crois qu'après, voilà, c'est très complexe comme situation dans cette partie du monde. Au regard des caractéristiques des pays, de la spécificité que représente chaque pays, et puis vraiment de leur histoire. Je crois qu'il y a assez d'éléments, mais il faut aussi peut-être cette réaction qui est tout à fait naturelle, le mettre dans le contexte, dans son contexte, parce que c'est un contexte où tous les pays se sentent aujourd'hui menacés. Et puis, donc ça veut dire que aucun pays n'est épargné par la situation en ce moment du terrorisme dans cette zone-là, d'où je crois la nécessité, et peut-être il y a une conscience qui va émerger. Je ne sais pas sous quelle forme. Ça va se faire, et puis peut-être ça va nécessiter des réflexions très approfondies pour voir la forme de coopération à mettre en place. Mais il y a urgence, il y a besoin quand même d'unir les forces pour faire face à cette menace du terrorisme dans cette zone. Parce que Malik, a priori, vous n'y croyez pas, c'est clair. Mais en tout cas, c'est légitime, cette force, elle devrait exister. Elle devrait exister, oui, mais comme l'a rappelé Daouda, certains pays sont pour, d'autres sont contre. Le secrétaire général de la Ligue arabe est égyptien, et c'est normal qu'il y a cette impulsion, c'est pas étonnant, au sein de la Ligue arabe, parce on sait que l'Égypte veut absolument intervenir, notamment en Libye, et a demandé l'appui de la communauté internationale à maintes reprises. Donc oui, c'est une bonne chose, et pour toutes les raisons qu'on a expliquées pour les différents politiques, ça ne se fera pas. Bon, je ne suis pas devin, mais je l'annonce, je ne suis pas devin, mais ça ne se fera pas. Mais vous n'êtes pas le seul à être sceptique. Voilà, je ne suis pas le seul. Malheureusement, je dirais, malheureusement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom et le dossier du jour consacré à l'artisanat sur le continent africain. Focus aujourd'hui sur le Sénégal. À tout de suite.